Et nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors ça y est, le camp présidentiel d'Emmanuel Macron a lancé hier à Lille sa campagne pour les élections européennes de juin prochain. Campagne autour de sa candidate, l'eurodéputée Valérie Hayer, présidente du groupe Renaissance au Parlement européen. Inconnue, je le rappelle, du grand public. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ce premier meeting de campagne ? C'est un meeting qui se fonde essentiellement sur une forme de position de l'adversaire, je dirais de positionnement de l'adversaire et de construction d'une forme de duopole lors de cette élection. La cible de Valérie Hayer, c'était évidemment le Rassemblement national, avec bien des propos qui ont été très durs, voire même parfois un peu caricaturaux, rappelant Munich 1938, etc. L'objectif est simple en réalité. Il s'agit de faire le vide autour du camp présidentiel en disant il n'y a qu'un adversaire. Cet adversaire, c'est le Rassemblement national. Et donc vous avez un choix binaire. Soit vous faites le jeu du RN, et donc, selon Valérie Hayer, de Poutine, soit vous votez pour le camp présidentiel. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2019, lors des dernières européennes, l'électorat de droite, par exemple, l'électorat Bellamy, a été coupé en deux entre une partie qui a souhaité plutôt aller voter Jordan Bardella par antimacronisme et une autre qui est allée voter Nathalie Loiseau par peur du Rassemblement national, parier sur le vote utile, donner le sentiment que, il peut y avoir un vote utile dans une élection qui ne s'y prête pas vraiment et que ce vote utile irait forcément vers elle. C'est l'objectif de la liste Renaissance. Donc là, c'est plutôt le pari de du vote anti-Rassemblement national, si je vous suis bien. Alors, lors de ce meeting, étaient présents plusieurs membres du gouvernement, derrière Valérie Hayer, présence notamment du Premier ministre Gabriel Attal, qui s'est lui aussi exprimé. Je vous propose qu'on écoute un extrait de leurs deux interventions et on commente juste après. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur les marchés, comme à la sortie des gares, de Paris à Berlin, de Brest à Varsovie. Nous avons besoin d'Europe. J'ai besoin de vous pour tracter, pour coller, pour discuter et pour convaincre. J'ai besoin de vous partout. Contre tous ceux qui n'y croient pas, battez-vous. Contre tous ceux qui disent que c'est joué d'avance, battez-vous. Contre tous ceux qui voudraient que nous soyons endormis, absents et mutiques, battez-vous. Contre tous ceux qui veulent démanteler l'Europe et donc affaiblir la France, battez-vous. Avec la majorité, avec Renaissance, avec le Modem, avec Horizon, avec tous nos ministres, avec moi, battez-vous. Je vous en fais le serment, la promesse. Je mettrai toutes mes forces dans cette bataille. Voilà, on le voit sur ces images, une différence très nette de style entre Valérie Hayer et Gabriel Attal, beaucoup plus à l'aise quand même dans cet exercice oratoire. Selon vous, est-ce qu'elle peut monter en puissance dans les 3 prochains mois ? C'est vrai que l'échéance est assez proche. Alors c'est assez difficile. Quand vous regardez un petit peu quels sont les facteurs qui permettent à un candidat de l'emporter aux élections, le facteur notoriété est souvent l'un des plus prédictifs en sciences politiques, tout bêtement, parce que les Français, les électeurs vont voter pour des gens qu'ils connaissent. C'est le principe de la prime au sortant pour les élections locales. Quand vous n'êtes pas connu du grand public, alors certes, le taux de notoriété des autres candidats n'est pas non plus très très élevé, mais il est déjà plus important. Et si on parle de Jordan Bardella, il est même très très important. Vous êtes malgré tout dans une position de faiblesse pour incarner réellement une forme de vote utile pour que un électeur qui hésitera entre Raphaël Glucksmann, entre Marine Tondelier et puis François-Xavier Bellamy et Marie Toussaint, pour l'élever, d'où le taux de notoriété, et de l'autre côté pour Valérie Hayer, il faut que vous donniez le sentiment que le vote pour vous est naturel. Or, aujourd'hui, c'est pas tout à fait évident. Une campagne des européennes vous donne assez peu de visibilité. C'est une campagne qui souvent passe un peu sous les radars. Ça va probablement être le cas également avec les Jeux Olympiques et d'autres crises qui pourraient éventuellement se précipiter. Donc pour arriver à exister, ça risque d'être compliqué. Et en même temps, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment d'une campagne un peu express, là où le Rassemblement national est sur le terrain et sur les réseaux sociaux, occupe en tout cas le terrain médiatique depuis des mois par rapport à cette campagne des européennes. Oui, mais il n'est pas certain que ce soit si important, tout bêtement parce que l'électeur qui se dispose et qui s'intéresse à la campagne 6 mois avant, même 3 mois avant, même 2 mois avant, est souvent un électeur qui est déjà très politisé. Et cet électeur déjà très politisé, il sait déjà pour qui il va voter. En revanche,
l'électorat qui peut se positionner dans le dernier quart de la campagne, souvent les dernières semaines, eh bien, est un électorat qui peut être plus mouvant. Si vous regardez les sondages, notamment pour le Rassemblement national, quelques mois avant une présidentielle, une européenne, une élection locale, ils sont toujours beaucoup plus élevés parce que c'est une offre politique que les Français ont identifiée et donc certains s'y réfugient. Mais lorsqu'ils découvrent qu'il y a d'autres listes, d'autres candidats, ils se répartissent un peu plus largement. Donc il y a un risque pour le RN de tomber, mais il y a un risque également pour Renaissance, voyant d'autres candidatures dynamiques. On parle beaucoup ces dernières semaines de celle de Raphaël Glucksmann, et bien également de se faire tailler des croupières. Pour revenir sur cette question du vote utile, cette stratégie anti-rassemblement national mise en place par le camp présidentiel dans la perspective de ces élections européennes, François Bayrou s'est exprimé aujourd'hui chez nos confrères de BFM Télé. Il a dit « Le camp Macron ne doit pas faire du Rassemblement national le seul sujet de la campagne des européennes. Je pense que c'est d'une certaine manière lui faire un cadeau, donc un cadeau au Rassemblement national. » Est-ce que cette stratégie du vote utile, elle peut se retourner contre le camp présidentiel ? Alors, elle peut probablement pas forcément se retourner contre le camp présidentiel, mais elle peut servir le RN, en effet. C'est-à-dire que les deux options ne sont pas contradictoires. Parce que, en disant mon principal adversaire, c'est le RN, eh ben, vous dites demain l'alternance, l'alternative, c'est potentiellement le Rassemblement national, puisque celui est à ma hauteur, d'une certaine façon. Mais en même temps, en visant le Rassemblement national, eh bien, vous dites le seul vote utile, c'est moi. Si vous ne voulez pas de Jordan Bardella, eh bien, il faut voter Valérie Ayé. Il faut voir qu'il n'y a pas de porosité entre l'électorat RN et l'électorat Renaissance, où elle est très très marginale, cette porosité. Il n'y a pas d'électeurs qui voudraient voter RN et se diraient finalement, j'ai été convaincu par Valérie Ayé, je vais aller voter Renaissance. Ça n'existe quasiment pas. En revanche, l'électeur Glucksmann, l'électeur Europe Écologie Les Verts, l'électeur Bellamy, lui, potentiellement, peut se dire, si je veux éviter une tête Bardella, une liste Bardella qui arrive en tête, mon seul choix, c'est la liste la mieux placée, et la liste la mieux placée, c'est la liste Renaissance. En jouant cet antagonisme, en jouant ce duopole, eh bien, l'un et l'autre y a plutôt intérêt, l'un et l'autre peut monter et faire le vide. Le risque, in fine, c'est qu'en effet, in fine, c'est plutôt le RN qui gagne, parce que c'est le RN qui est légitimé. Alors on en parle moins et pourtant ils sont eux aussi bien engagés dans cette campagne pour les européennes. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a présenté cette semaine sa liste pour les européennes, liste qui sera conduite par l'eurodéputé Manon Aubry. Alors c'est pas vraiment une surprise, mais il y a quand même sur cette liste une personnalité qui a beaucoup fait réagir. C'est Rima Hassan, militante pro-Palestine, qui est accusée par ses détracteurs de soutenir le Hamas. Comment est-ce que vous, Benjamin Morel, vous analysez la stratégie de la France insoumise à travers ce choix de personnalité qu'on va voir s'afficher? C'est toujours un problème de mobilisation. L'électorat Renaissance, c'est un électorat plutôt âgé et aisé. Donc c'est un électorat qui, quoi qu'il arrive, va voter aux élections. Vous n'avez pas besoin de grands mots pour le surmobiliser. Il est là. Ensuite, il faut faire le vide autour de vous. L'électorat RN, c'est plus compliqué. C'est un électorat fortement abstentionniste. Il faut donc en faire des tonnes et antagoniser la campagne. L'électorat LFI, il en va de même. C'est un électorat qui est relativement abstentionniste, d'où le fait que lors des élections intermédiaires, notamment les dernières européennes, LFI ne se porte pas très très bien. Donc il faut lui envoyer des signaux. Et une partie de l'électorat, notamment dans les banlieues, peut éventuellement, en tout cas c'est le pari de Jean-Luc Mélenchon, être attiré par ce type de candidature et derrière venir aux européennes, donc faire monter le score et potentiellement ensuite revenir au présidentiel et assurer une mobilisation intéressante pour la France insoumise. C'est un pari qui est un pari risqué parce que évidemment il y a un risque réputationnel. Oui, c'est ça. En même temps, LFI est accusé aussi électeurs. de chercher à cibler l'électorat antisémite. C'est en effet un risque de se voir ciblé ainsi. Et puis de l'autre côté, vous faites peur à d'autres électeurs. Par ailleurs, c'est considérer l'électorat en banlieue comme étant monolithique. Or, il est loin de l'être. C'est un électorat qui est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire, qui est un électorat qui est également vieilli, donc qui n'est pas forcément tout à fait sensible aux mêmes signaux. Et donc, il n'est pas évident qu'une telle candidature soit un si bon choix tactique et stratégique. Alors, autre polémique cette semaine qui a agité la sphère LFI, c'est ce photomontage publié après l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Un photomontage dans lequel on voit Simone Veil, figure historique du combat pour le droit à l'avortement, face à la députée LFI. Voilà, il s'affiche sur l'écran derrière nous. Face à la députée LFI Mathilde Panot. Alors, selon vous, la France insoumise a-t-elle voulu volontairement créer la polémique avec cette image ou c'était une maladresse ? Je pense que
c'est une grosse maladresse parce que la polémique évidemment nuit à la France insoumise qui là-dessus avait quand même un bon argument. Aussi parfois à surfer sur ces. C'est vrai, mais polémiques. là la France insoumise avait quand même un bon argument à faire valoir parce qu'en effet le projet de loi qui a été adopté lundi en Congrès vient en fait d'une proposition de loi qui était portée par Mathilde Panot. Et il est vrai que là-dessus, il y a, je dirais, quelque chose qui probablement doit être rendu à Mathilde Panot, qui lui a été assez peu rendu, à la fois par Gabriel Attal dans son discours devant le Congrès, et ensuite par le président de la République. Donc dire, en fait, ce texte, il vient pas de nulle part, il vient de nous, c'est une revendication politique normale et légitime. Le faire comme ça, c'est excessivement maladroit, et évidemment, ça se retourne contre vous. C'est maladroit et en même temps, Jean-Luc Mélenchon a cherché à défendre, malgré la polémique Mathilde Panot sur le réseau social X. Voici ce qu'il a tweeté. Attal, minable petit, invisibilise le rôle des Insoumis et de la présidente Mathilde Panot dans la décision d'aujourd'hui. Sexisme et sectarisme typique d'un homme sans consistance qui n'a jamais mené aucun combat de long terme. Donc il y va fort, Jean-Luc Mélenchon, il faut le reconnaître. Attal, minable petit. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça publiquement à un Premier ministre ? Non. Et encore une fois, la raison du tweet peut s'entendre. On a en effet un texte venant de la FI qui fait l'objet d'une appropriation par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Qu'il puisse y avoir une bataille politique sur cet attachement au texte, ça peut s'entendre. Dans ces termes-là, ce qui pourrait éventuellement être défendu devient totalement indéfendable. Et tout ce qui est excessif étant insignifiant, qui plus est, ça ne donne même pas justice à la revendication qui, à l'origine, pouvait être portée. Ce qui est certain, c'est que l'injure publique envers les autorités publiques est passible de 12 000 € d'amende en France. Alors, est-ce que Gabriel Attal peut donner suite ? Il peut donner suite, oui. Et puis, vous avez qui plus est un propos qui n'est couvert ni par aucune immunité parlementaire, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est plus parlementaire, et que qui plus est, comme ça a été fait sur les réseaux sociaux, ça tomberait quoi qu'il arrive dans le droit commun. Après, est-ce que politiquement, vous avez intérêt à attaquer un autre homme politique dans le cadre d'une lutte sur ce type de sujet ? C'est pas évident du point de vue de la communication. Merci beaucoup, Benjamin Morel, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci et à bientôt sur TV5 Monde. Ouvrons